Et nous voici avec notre chroniqueur politique, Agapit Napoléon Baforikan. Bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour Olali. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors ce matin on parle de quoi dans la chronique politique? La chronique politique est spécialement consacrée à Monseigneur Isidore de Souza. Il y a 20 ans, le Bénin perdait cet artisan de la paix, cet homme au grand cœur que fut Monseigneur Isidore de Souza. Beaucoup le voient comme l'homme d'église. Il est plus qu'un homme d'église, c'était un grand béninois, c'était un patrimoine national. Nous avons voulu marquer un arrêt pour parler de cet homme. Mais auparavant, on ne peut pas ne pas marquer un arrêt sur les décisions de la Cour constitutionnelle relatives au contentieux de dépôt des listes électorales, des listes des candidats aux élections législatives. Tôt ce matin, à 2h30, 3h, la Cour constitutionnelle a rendu deux décisions. Une concernant les requêtes des partis Moël Bénin et USL, et une concernant la requête du parti du Renouveau démocratique PRD, relative au contentieux donc, de la publication des listes des candidatures aux élections législatives. On se devait donc de marquer un arrêt, puisque nous l'avons déjà beaucoup parlé de ce sujet, puisque la Cour maintenant a motivé cette décision, puisque chacun doit pouvoir assumer ses responsabilités, il était normal de marquer cet arrêt-là. Alors justement, on l'a dit dans le journal de ce matin. Que retenir, quelle lecture politico-juridique peut être faite-vous de cette décision de la Cour constitutionnelle? Lecture juridique, c'est que le droit a été dit. Le droit a été dit, il n'y a pas de la magie, le droit a été dit. C'est-à-dire que quand vous prenez l'USL, vous ne pouvez pas aller aux élections si vous n'avez pas ce certificat de conformité. C'est rien que ça. Et là, quand vous faites le parallèle avec le droit, c'est-à-dire le certificat de conformité, la Cour a renvoyé à sa décision première de février, et pour montrer l'autorité de la chose jugée, consacrée par l'article 124 de notre Constitution, et qui devait être connue. La Cour était claire, c'était une pièce administrative importante, ce n'était pas une pièce de plus pour être allé aux élections, mais une pièce administrative importante. Pour aller aux législatives, il faut être un parti politique reconnu. Et pour être reconnu, il y a un certain nombre de conditions dans le cadre de la nouvelle charte. Donc, ce qui a été le cas dans nombre de partis, c'est la confusion qu'ils font entre le code électoral et la charte des partis politiques. La charte des partis politiques, c'est une loi qui régit la vie des partis politiques jusqu'à nouvel ordre, alors que le code électoral régit simplement tout le moment électoral. Donc, la Cour, la Sénat comme la Cour constitutionnelle travaillent uniquement, sinon pratiquement sur la base de la Constitution et du code électoral. Alors que le contentieux lié au dépôt des listes et à la reconnaissance des partis, c'est un contentieux administratif et il n'est pas lié à l'élection, aux élections. Donc, que l'USL n'ait pas, son certificat n'a pas été reconnu par le ministre de l'Intérieur, soit, mais ça se fasse, le contentieux se fait au niveau du juge administratif, ça on a déjà suffisamment dit, et l'USL même avait choisi son juge à un moment donné, en allant à la Cour suprême. Également au niveau du parti du Renouveau démocratique, vous avez constaté que telle personne appartient à tel parti, n'a pas démissionné, ça c'est pas du ressort, le code électoral n'a pas géré, le code électoral a géré le double positionnement sur les listes électorales, c'est-à-dire que l'individu qui est sur deux ou plusieurs listes, c'est ce cas qui a été réglé par le code électoral. Et non, l'individu qui appartiendrait à deux partis, là, c'est également du contentieux administratif lié à la reconnaissance des partis, ou bien à l'appartenance à un parti politique. C'est pas géré par la Sénat, c'est pas géré par la Cour constitutionnelle, donc la Cour l'a évacué. Alors, du coup, les questions liées maintenant au double positionnement, au non-respect donc du code électoral, c'est-à-dire non-mandat de ci, non-signature de là, mauvaise production de cartes d'électeurs ou non-production de défaut de production de cartes. En tout cas, chacun en ce qui le concerne, la Cour a statué, a motivé et a pris cette décision. En conclusion, la Cour confirme la décision de la Sénat, Moël Bénin, le Parti du Renouveau démocratique et l'USL ne sont pas qualifiés pour aller aux législatives. Voilà. Alors, conséquence politique, c'est que nous nous retrouvons effectivement à deux partis qui sont de la majorité présidentielle. Nous nous retrouvons à deux partis qui sont de la majorité présidentielle, mais qui sont deux partis distincts, et qui sont reconnus par la Sénat sur la base du code électoral. Le contentieux est vidé. Normalement, le débat devrait être clos.
Bien. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est des implications politiques. Le chef d'État ayant rencontré la dernière fois la classe politique, a confié une mission à cette classe politique-là. Là également, il y a une confusion dans les esprits. Quand le président de l'Assemblée nationale dit la mission que le chef d'État m'a confiée. Non, le président n'a confié aucune mission au président de l'Assemblée nationale. Le président a confié une mission à la classe politique, hein, qui est donc aux parlementaires. Ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale, c'est aux parlementaires. Et en disant, allez chercher, bon, aller chercher les voies et moyens, hein, parce que le chef d'État ne peut pas confier une mission au président de l'Assemblée nationale, il y a séparation du pouvoir. Dans le cas d'espèce, c'est les parlementaires, les forces politiques en fait. Parce que quand vous regardez le protocole additionnel de la CEDEAO et sur la démocratie et la bonne gouvernance, pour toucher ces instruments-là, hein, en plein moment des élections, il faut un consensus général de toutes les parties prenantes. Donc, il ne s'agit pas de consensus d'institution, c'est un consensus d'acteurs. Donc des partis politiques, des parties prenantes. Alors il faut que toute la classe politique représentée au Parlement puisse trouver des solutions idoines pour pouvoir contourner les difficultés apparentes aujourd'hui, notamment au niveau donc, du non-respect par beaucoup de partis d'un certain nombre de dispositions de code électoral. Donc, il ne s'agit pas d'une mission du président de la République au président de l'Assemblée nationale, il y a séparation du pouvoir. C'est une mission du chef de l'État garant donc de la paix, du bon fonctionnement des institutions et autres, à la classe politique qui se plaint de ci ou de ça. Or, les solutions éventuelles se trouvent à l'Assemblée nationale. Donc, voilà un peu ou prou ce que je peux dire par rapport aux conséquences politiques et aux conséquences juridiques de Mais justement, parlant de ce qui se passe au plan politique actuellement, est-ce que vous pensez réellement que cette décision de la Cour constitutionnelle va satisfaire les partis qui sont venus à cette juridiction? Lorsqu'on est parti à un jeu, oui, on doit en accepter les règles du jeu. Notre constitution dit que la décision de la Cour constitutionnelle s'impose à toutes, hein, à tous, hein, à toutes les parties, à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles, hein, à toutes parties prenantes. Donc, dès que vous saisissez une instance arbitrale, dès que vous saisissez une instance, c'est que vous devez en accepter les règles. Là, c'est le minimum, hein, éthique qu'on doit attendre. Donc, normalement, ça devrait les satisfaire, puisque le juge a dit du droit, il n'a qu'à montrer les éléments de non-droit qui étaient dans cette décision. Les décisions sont claires et motivées. Hein, il faut bien les lire, et les lire sans passion. Vous verrez à chaque point là où il y a les failles. Maintenant, même si le juge se trompait, c'était juste une petite éventualité, mais là encore, ils sont obligés d'accepter parce qu'ils ont recours à lui. De sa lecture, il estime que les éléments qu'ils ont évoqués ne sont pas fondés. Et dans le cas d'espèce, ils sont obligés d'accepter. Mais bon, mais vous savez déjà, le problème de l'opposition ici, c'est qu'au même moment qu'ils font recours aux instances institutionnelles, au même moment, ils mettent une pression politique avec ces marches, ces injures aux institutions, ces conclusions hâtives, ces dénigrements des autorités. Donc, il y a une sorte de pression, hein, qui n'est pas du tout de nature à apaiser. Alors, du coup, s'il y a une pression qui n'est pas de nature à apaiser, ils n'ont pas en termes de rapport au Parlement, ce n'est pas une affaire d'angélisme, c'est des rapports de force. Ce n'est pas une affaire d'opposition, c'est une affaire de rapport au Parlement, c'est des rapports de force. Pourquoi l'opposition voudrait que la majorité présidentielle se plie pour trouver des solutions si elle passe son temps à marcher, à injurier, à piailler, à crier, à invectiver même les lois de la République, à les incriminer, alors que les fautes lui incombent. Pourquoi la mouvement présidentiel céderait? Voilà la question fondamentale. C'est une affaire simplement de responsabilité. Est-ce que l'opposition veut aller aux élections? À plusieurs reprises, on a posé cette question, on a essayé de chercher des réponses. Est-ce qu'elle veut aller? Quand vous voulez aller, vous avez utilisé les voies de recours. Vous allez, au niveau politique, vous devez savoir mettre de l'eau dans votre vin ou mais dans le cas d'espèce, on a l'impression que les gens mettent une pression, utilisent un moyen, utilisent un autre moyen, et puis embobinent les populations qui ne comprennent pas grand-chose. Vous avez vu les gens qui ont marché, des personnes qui ne comprennent rien à rien, ce que quelqu'un appelait les badauds, les banabana. Vous devez les avoir vus aller. Ce n'est pas eux qui votent. Eux ne comprennent pas grand-chose. Eux, on les manipule. On les paye des pécules. C'est pas ça, normalement, la démocratie. La démocratie, c'est d'abord élever le niveau du débat et comprendre de quoi on a question. Pourquoi le président de la République l'avait demandé? Pourquoi ceux qui n'ont pas eu de problème, mais de l'intérieur, ont eu des problèmes à la Sénat? On dit, oui, voilà, tel a bénéficié du traitement. Mais pourquoi votre dossier a des problèmes? Le code électoral est quand même assez clair à ce niveau. Ce n'est pas le 242 qu'on a voulu ériger en labyrinthe. Ce n'est pas ça.
On est dans la lecture d'un code que beaucoup ont voté et qui sont là. Alors, donc, quand j'entends même le président Mouedi dire « Ah, nous, on n'a pas de moyens, notre parti », mais c'est pour un problème de responsabilité et de sérieux de la classe politique. Donc, est-ce que ça satisfait la classe politique? Moi, je ne sais pas. Ça doit les satisfaire parce qu'ils sont allés voir l'arbitre. L'arbitre a sorti les éléments du droit et a dit le droit. Normalement, s'ils sont démocrates, ils doivent accepter les conclusions et laisser le processus se dérouler. La charte des partis politiques n'a pas été écrite, n'a pas été votée pour les élections de 2019. La charte a été votée et la Cour l'a répété. L'échéance du 16 mars n'est pas liée aux élections législatives. C'est pour tout parti qui veut se mettre à jour par rapport. Donc, à partir de ce moment-là, aller aux élections de 2019 vous obligez à vous rendre à aller plus vite et à être disponible entre le 21 et le 26 février. Là également, c'est un débat de droit qu'il faut faire au lieu de tout mélanger sur l'aspect politique. D'accord. Alors, vous l'avez dit à l'entame de cette chronique politique, on va parler de Monseigneur Isidore de Souza. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars. Il y a de cela 20 ans, précisément le samedi 13 mars 1999, à l'âge de 64 ans, s'éteignait Monseigneur Isidore de Souza. Que représente-t-il pour la nation béninoise, Agapit Napoléon Mafolikan? Je dois vous avouer quand même que quand on rappelle cette date, il y a une sorte de frisson qui me parcourt. Parce que je revois encore ce jour, je revois encore cet orage aux alentours de 11h, 13h. Cette pluie, je ne vais pas être d'orage, hein, c'est une forte pluie, grand vent qui a détruit des arbres. Vraiment, dans Cotonou, ça a fait du dégât dans Cotonou. Et le dégât moral que nous avons eu, c'est la perte de cet homme, Isidore de Souza. Donc, une fois la pluie terminée, au lieu qu'on dise après la pluie le beau temps, on n'a pas eu le beau temps ce samedi 13 mars 1999. Une fois la pluie a terminé, on a appris la mauvaise nouvelle du décès de Monseigneur de Souza, qui partait à Grand Popo pour assister à une messe d'un parent, d'un de ses prêtres. Et il est allé à la hauteur donc de Ouida, un peu après Ouida, la messe était à Grand Popo à Goué. Voilà. Et le chauffeur qui le conduisait, qui est un prêtre également, a constaté qu'il n'y avait plus de souffle. S'est retourné, a vu que quelque chose n'allait pas bien et a retourné a fait faire le constat par le médecin de droit. Donc voilà un peu. Alors, 20 ans après, c'est comme si c'était hier, les souvenirs restent gravés dans les esprits. Tout simplement parce que Monseigneur de Souza, c'est pas qu'un prélat, c'est pas qu'un prêtre, c'est pas qu'un évêque, c'est pas qu'un archevêque, c'était tout un patrimoine national. Et depuis la conférence nationale des forces vives en 90, Monseigneur de Souza s'est révélé aux Béninois qui ne l'attendaient pas, qui ne le connaissaient pas trop, sauf ses fidèles. Hein? Et puis, progressivement, il a rassuré Mathieu Kérékou. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, ça se passait en ce temps-là. Ça se passait en 89. Il y en a qui ont dit que la conférence nationale, c'était du leurre. La conférence nationale, c'était un piège. La conférence nationale, il y en a qui voulaient que ça aille à la gadou, que ça prenne feu. Il y a des pyromanes, il y a des caciques, il y a des apparatchiks, il y a ceux qui étaient près des faucons, comme on le dit, qui voulaient que ça prenne feu. Il a fallu. Et les deux premiers, d'ailleurs, le lundi et le 2 et le mardi, les deux premiers jours donc de la conférence étaient les jours de défoulement, de cacophonie ambiante. Il a fallu l'élection de Monseigneur de Souza comme président du présidium. Et sa voix rassurante, comme s'il faisait son homélie. Vous voyez cette voix rassurante qui a calmé tous les ardeurs. Et Mathieu Kérékou n'a pas manqué de lui rendre hommage. À chaque fois qu'il prenait la parole, le rassurer, montrer qu'entre ces deux-là, il s'est créé une osmose, une sorte de symbiose qui a fait que c'est une alchimie qui a pris et qui a permis à la conférence donc de réussir. Voilà, Monseigneur de Souza était par excellence un homme de paix, mais cette seule qualité ne suffit peut-être pas pour mener à succès la conférence des forces vives de la nation. Ah oui, c'était une qualité importante, c'était une forte qualité en ce temps-là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, quel homme de paix, qui vous voyez, les anciens présidents qui devraient prendre la hauteur, ils sont dedans, mais ils sont très mal en point dedans, c'est-à-dire qu'ils sont partisans et ils se réunissent, même ce qu'ils ont fait, et c'est grave, c'est dangereux, c'est pas à leur actif. Monseigneur, l'Église catholique, il faut le dire, à la conférence nationale, a joué sa partie. On avait promis ça, on avait demandé à un pasteur
Je ne veux pas opposer la religion. Mais on avait demandé à quelqu'un d'autre de prendre, qui dit non, 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 nous, c'est pas notre affaire. Laissons-les, nous sommes là pour tenir. Mais l'Église a vu que c'était le moment de jouer une partition. D'ailleurs, l'Église catholique avait l'habitude donc de sortir la lettre pastorale. Et je pense qu'en 1989, cette lettre était repentissez-vous et le Bénin sera sauvé, un truc comme ça. Repentez-vous et le Bénin sera sauvé. Il va falloir revoir un peu le texte. Et donc l'Église jouait bien un rôle à travers le cardinal Gantin, qu'on connaissait beaucoup, qui était au Vatican, qui faisait des allers-retours, qui parlait beaucoup avec le président Keyako. Donc l'avènement de Monseigneur de Souza est arrivé comme une deuxième voix de l'Église, mais une voix plus non connue, que personne ne pouvait accuser de rien, et que Keyako mettait en garde de temps en temps par rapport au cadre qui l'entourait, par rapport un peu à leurs intérêts, les intérêts que chacun est venu jouer, les agendas cachés de chacun. Donc oui, la paix était un atout important. Et il fallait avoir cette tempérance, cette pondération, cette voix suave qui arrive à convaincre tout le monde. Comme ce jour où, par exemple, le président Kérékou est passé, alors que les commissions, la conférence venait donc de déclarer sa souveraineté ce dimanche 25 février 90. Alors, ça a créé une tension. Il a dû répondre à des coups de fil de Kérékou. Et le lundi, quand la commission des affaires économiques, qui était la première commission mise en place, qui a présenté son rapport, après que la commission a présenté son rapport, le président Kérékou est venu. Et la beauté en touche, en disant que le problème que le Bénin avait, c'était un problème de ressources et non un problème donc politique, tout ça là. Mais quand il a fini de parler, tout le monde s'est tué. C'était un calme. Moi, j'ai tout ça dit, non, continuons nos travaux. Le président n'a pas dit de stopper les travaux, d'arrêter nos travaux, donc continuons. Mais il faut quelqu'un pour reprendre la main. Quand il y a le moment où le président a demandé lui-même à se faire confesser. Si tant est que il s'était trompé sur un certain nombre d'aspects. Vous savez, le président Kérékou avait trouvé un interlocuteur qui n'avait pas eu dans la classe politique. Robert Dossou le fut à un moment donné. Mais Robert Dossou est un homme politique qui a fait de son mieux, il faut le dire, pendant la conférence nationale. Mais Monseigneur de Souza et Robert Dossou n'étaient pas en odeur de sainteté par rapport en face des officines. Qui pensait qu'il était de connivence avec le système de l'époque. Il n'était pas un adversaire du système, mais il n'était pas non plus un militant du système. C'était un système compatible. Il était compatible avec le système et il était l'avocat du gouvernement béninois en 1977 lors de l'agression armée impérialiste. Il fait partie des cadres qui ont été à la conférence des cadres de 1979, qui ont proposé beaucoup d'aspects, beaucoup d'options au régime révolutionnaire qui n'a pas su. Donc, Robert Dossou était pas bien vu par les libéraux qui sont arrivés et qui en voulaient en découvrir avec le régime. Monseigneur de Souza est apparu comme ce messie inattendu. Donc, oui, homme de paix, c'était ce qu'il fallait. Et Kérékou à la clôture a dit, et il a salué particulièrement l'homme de paix, l'homme de cœur que fut Isidore de Souza, sans lequel la conférence n'aurait pas réussi. Voilà, justement. On a vu après une certaine implication de l'Église catholique dans la gestion de la cité, que ce soit au Bénin ou même dans les autres pays africains. Est-ce que c'est l'exemple du Bénin, à travers Monseigneur Isidore de Souza, qui a inspiré les autres nations? En dehors du Niger, où c'était le professeur Ali Chebou, je pense que pratiquement, Chefou, Chefou. C'était pas Chefou, il s'appelle André Chefou, voilà. Donc, c'est André Chefou qui a dirigé la conférence nationale. Alors, en dehors de Niger, les conférences nationales au Gabon, au Zaïre, au RDC, au Togo, pratiquement, donc les conférences qui sont créées en même temps, ont eu recours au prélat. Mais ça n'a pas fonctionné parce que ce n'est pas le même. Et c'est là que je vous dis que Monseigneur de Souza avait une autre incarnation. Il y avait une autre personnalité en lui. Ce n'était pas que le prélat, c'était un homme de paix. C'était un messie qui était envoyé d'une manière, je ne sais pas, par le ciel. On peut le dire, on ne le dit pas naïvement. On le dit, même 20 ans après, je peux le dire parce que 29 ans après la conférence nationale, 20 ans après le décès de Monseigneur, moi je peux le dire, j'ai vécu ces moments pathétiques de l'histoire de notre pays. Et je dis, ce n'était pas qu'un prélat, il était un patrimoine national. Il était envoyé pour illuminer le cœur des hommes. Il était envoyé pour calmer certaines ardeurs. Il était envoyé pour déstabiliser certains plans diaboliques. Il était envoyé pour que le Bénin se renaisse. Et c'est là que la classe politique fait preuve d'amnésie. En principe, nous devons perpétuer cet héritage en ce que, au moment où Monseigneur a disparu, au moment où le candidat Gantin a atteint l'âge où il n'était plus très actif, a disparu, il fallait
l'Église catholique même n'a pas pu retrouver en son sein des valeurs aussi fortes pour continuer à incarner cette image. C'est dommage. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir les mêmes carrures, les mêmes personnalités. Ensuite, au niveau de la classe politique, il est quand même qu'on devienne mature. Tu vois déjà dire, nous voulons devenir des hommes majeurs dans un monde majeur, oui, des hommes majeurs, mais 29 ans, 30 ans après la conférence nationale, 20 ans après le décès de Monseigneur, regardez la cacophonie dans laquelle on est, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale et vous êtes surpris par l'application des lois du code électoral, ça pose un problème par exemple. Ça montre que ces acteurs doivent recevoir. C'est ça que je vous dis, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, un vieux routier, vous étiez à la conférence nationale, vous avez le plus vieux parti et vous êtes surpris par l'application du code électoral, moi ça me pose un problème. Quelle est cette classe politique-là, gâteuse, pleurnichard, c'est lamentant du matin au soir, prenant pas des jérémiades, obligé d'utiliser l'innocence de la rue et des pauvres populations livrées à elles-mêmes. C'est être majeur dans un monde majeur, ça. C'est faire preuve d'acte puéril, c'est manquer de maturité. C'est ça. Notre classe politique doit se regarder dans la glace. Quand je les vois passer à la télé, aller sur les réseaux sociaux, utiliser les mains invisibles des réseaux sociaux pour se plaindre, mais est-ce qu'ils vont devenir majeurs quand? Il faut regarder de 90 à 99. Moi, c'est de cela. Homme a quitté la scène par dépit. Par dépit, parce que le président Soglo ne voulait pas installer la Cour constitutionnelle. Parce que le président Soglo, une fois installé, a commencé par utiliser des jeux pour empêcher la démocratie d'aller. Non. Moi, c'est de cela. Là, en tant que président du Haut Conseil de la République, Parlement de transition et Cour constitutionnelle de transition, a dû mettre la pression sur lui et a dû démissionner de la tête du Haut Conseil. Ça a poussé le président Soglo à aller plus vite. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? Ils n'ont pas fait prématurité. Au moment où on a décidé en 1999, on était en campagne électorale. On a dû retourner au Parlement pour voter de nouvelles lois, pour pouvoir raccourcir des délais de convocation de la Sénat parce que la cacophonie. Là encore, 20 ans après, on en est prêt. On va arrêter quand? C'est là la question. Donc, est-ce que la classe politique qui inspire de ces bonnes... Non, il faut qu'elle s'en inspire. Il faut qu'elle arrête et donc de se lamenter. Et c'est là qu'il faut saluer ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que sans une fermeté, sans une fermeté et de la loi et du chef de l'État, sans une fermeté de ceux qui ont la charge de diriger le pays, on ne peut pas. On va toujours. Quand un enfant pleure, à chaque fois, vous lui donnez quelque chose. Il pleure, vous lui donnez. Il va continuer. Mais quand vous allez lui balancer quelques fessées, je ne fais pas l'apologie des fessées, mais ça a fait ses preuves de notre temps. Si vous lui balancez ou deux fessées rapidement, mais à défaut d'aller aux fessées, puisque les bonnes voies, les lois l'interdisent d'une manière ou d'une autre, alors à défaut d'avoir recours au service pour rester dans le respect des textes, vous l'empêchez d'avoir ce qu'il veut. Parce que vous devez lui apprendre aussi à ne pas en avoir et à se débrouiller et surtout à respecter les règles du jeu. Donc, si vous le faites une, deux fois, il ne demandera plus. C'est exactement ça. Donc, notre classe politique se comporte en enfant gâté. Donc, il faudrait finalement qu'on en arrive à un niveau de maturité. Quand il plaise le ciel, qu'aucun bénéfice nous éclabousse. Voilà. Nous Donc, emporte dans ces flots. Quand il le dit, quelle appropriation. Ce n'est pas le ciel qui est bien, qui est là, et que dans la Bible, il dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Aucun ciel ne vient à vous si vous restez là, vous lamentez du matin au soir, en espérant que la manne tombe du ciel. Donc, ces moments sont terminés, vous devez vous battre pour aller au développement. Donc, la mort de Monseigneur, aujourd'hui, c'est 13 mars 2019, doit être pour chaque citoyen. Et surtout notre classe politique qui a connu, ceux qui ont connu ce monde, dont le président Dion Béji, je voulais l'interpeller, dont le président Dion Béji, qui est aujourd'hui une valeur. Si les anciens présidents de la République n'arrivent pas à se mettre au-dessus de la mairie, lui, il aurait dû, parce qu'il a incarné beaucoup de choses dans le pays. Même si on a eu, des moments donnés, à déplorer une certaine inconstance qui revient, hélas, le président Mbedi a des carrures normalement d'être aujourd'hui peut-être cette personnalité qui se met au-dessus. Je pense qu'il faut que notre classe politique réinvente des monseigneurs de Souza, de leur génération. Et là, je n'ai pas l'impression que nous sommes en train d'y aller. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika, pour la chronique de ce matin. On vous souhaite une très bonne journée.